Bonsoir à tous ceux qui nous ont choisis pour les besoins de ce 20h, ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir M. Abdoulaye Matar Diop. Alors, sous la casquette exclusive du sportif que vous êtes, donc ancien ministre des Sports et actuellement membre de la FIFA dans la commission éthique. Alors, aujourd'hui, le motif de l'invitation obéit justement à l'actualité. C'est Blatter qui jette l'éponge 4 jours après sa réélection. Alors, la question est la suivante. Alors, à 48 heures du Congrès, le scandale a été suscité, a eu lieu. 4 jours après, il rend sa démission. Est-ce qu'il y a un décodage spécifique par rapport à sa démarche? Oui, merci Papis. Moi, je pense que pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans la vie de la FIFA, il y a à décoder. Mais pour nous qui sommes membres d'une commission qui véritablement est la commission maîtresse en matière de surveillance de l'éthique, c'était très clair depuis quelques semaines. Et je l'avais dit à votre confrère Adi Atala que le monde entier va être surpris par la dimension que va prendre cette enquête ouverte aux États-Unis. Et moi, je le dis et je le répète, membre du comité éthique de la FIFA. À l'intérieur de cette commission, on a créé 2 chambres. Une chambre d'instruction et une chambre de jugement. Et je suis rentré de Zurich il y a exactement une dizaine de jours. Et c'était précisément pour juger un cas avéré de corruption lié à l'affaire de Bin Hammam dans le choix du Qatar pour organiser la Coupe du Monde. Et celui qui était installé dans la cause s'appelle M. Temari, ancien président de la Confédération asiatique. Donc, à l'occasion de notre séance de jugement, il apparaissait très nettement qu'il y avait des ramifications et aujourd'hui, ça éclate au grand jour. Ça éclate au grand jour. Alors, monsieur le membre de la FIFA, parce que nous parlons sous cette casquette. Tout à fait, tout à fait. Alors, on sait que ce n'est pas des choses nouvelles. Les corruptions, les scandales au niveau de la FIFA. Vous appartenez à la commission éthique. Est-ce qu'elle n'a pas dérogé à la règle? Est-ce qu'elle a été à la hauteur de sa mission? Puisque ce n'est pas nouveau, il aura fallu qu'il y ait ce scandale de trop peut-être. Non. La commission éthique connaît des problèmes de corruption, de pots de vin, de concussion et de toute faute liée à un manquement au statut de la FIFA. Nous avons jugé le cas de Bin Hammam il y a plus d'1 an, parce que le scandale a commencé en 2010. Et Bin Hammam a été suspendu à vie. Donc ce sont des dossiers que nous connaissons et pour lesquels nous sommes saisis. Mais dans le cas présent, comme je l'avais dit à Adi Atala, c'est une source extérieure à la FIFA, en l'occurrence la justice américaine, qui a déclenché une affaire qui véritablement nous est tombée brutalement sur la tête. Donc aujourd'hui, cette affaire... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe qu'il soit possible, par exemple, d'éclabousser, de remuer la FIFA, alors qu'avant, il y avait des cas avérés? Non, il aura fallu que les États-Unis s'y mêlent peut-être pour que l'affaire parte finalement. Non, mais parce que s'il n'y avait pas l'enquête aux États-Unis, on n'aurait jamais pu imaginer que des sommes aussi importantes pouvaient véritablement transiter dans des banques au bénéfice de personnes physiques. Parce que j'ai été étonné au sein de la commission et de la chambre de jugement des preuves que nous avions qui retraçait les mouvements de fonds au bénéfice des accusés. Ça veut dire quoi? Et c'est une question insidieuse qui est venue au moment de l'instruction et du jugement. La question était la suivante. Mais monsieur, si vous prenez autant d'argent sans précaution, est-ce que c'est dans les habitudes de certains membres du comité exécutif d'en recevoir? Donc on avait comme un sentiment d'impunité, parce que moi je pense que s'il y avait une manœuvre frauduleuse avérée, les gens auraient pris de sociétés écrans, des prête-noms, etc. Mais là c'était avéré. Et c'est ce que les Américains viennent de révéler. Donc la commission éthique, aujourd'hui, n'a rien à se reprocher. Ce qui se passe aujourd'hui... Mais elle a encore une mission beaucoup plus importante au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, puisqu'elle défend les questions d'éthique, pour me répéter un peu. Justement, parce que là... Par rapport à l'avenir, je veux dire. Oui, parce que là, nous avions déjà commencé. Parce que le scandale révélé touche le choix
des pays qui doivent organiser la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Jusqu'à date, le choix de la ville relevait de la compétence exclusive des membres du comité exécutif. Ça, vous le saviez. Oui. Donc, quand il y a eu déjà des premiers problèmes liés au choix du Qatar, la décision avait été prise de soumettre désormais le choix final à la commission éthique de la FIFA pour les prochaines Coupes du Monde. Mais comme le problème commençait à prendre une certaine tournure, on a pris une nouvelle décision que désormais, le comité exécutif ne choisissait plus le pays chargé d'organiser la Coupe du Monde. Le choix du pays revient maintenant à l'Assemblée générale de la FIFA, dont les 200 membres, donc plus difficile à corrompre. Pourquoi? Si vous avez suivi la dernière élection, le Qatar a été élu au 4e tour, parce qu'il y avait 24 membres à voter. Si vous avez 3 ou 4 candidats, vous voyez un peu comment le choix des éléments à corrompre est facile. Mais quand il y en a 200, ce sera tout à fait différent. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a un problème de légitimité même de ceux à qui on a attribué justement ces organisations. Avant la démission de Sepp Blatter, la question a été suscitée. Les communicants de la FIFA ont donné des précisions en disant que les choix restent figés. Aujourd'hui, est-ce que ça peut changer? Mais vous savez, pendant que vous les suiviez, j'ai bien déclaré à votre confrère Hadi Attara que le choix de la Russie et du Qatar risque d'être remis en cause. Moi, c'était mon point de vue. Parce que le vote a été, et ça c'est manifeste, entaché d'irrégularités liées à l'achat de voix. Donc il y a une rupture d'égalité entre les candidats. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la FIFA une gestion déloyale de ces candidatures. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la réaction de la Russie. Tout de suite après, au point de donner une allure diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Le Qatar également est concerné. Et je vous dis que je suis persuadé que ces choix vont être remis en cause. Maintenant, est-ce qu'on trouvera est-ce qu'on va trouver des arrangements? Parce que vous savez... Et les conséquences qui pourraient en découler aujourd'hui, puisque organiser une Coupe du Monde, ça ne se prépare pas en 2 ans, 3 ans. C'est pourquoi j'ai dit, sauf peut-être un compromis. Parce que le problème, si vous retirez la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde c'est en 2022 au Qatar. Il y a des pays qui aujourd'hui peuvent organiser une Coupe du Monde dans 2 ans. Hein? Maintenant, est-ce que les gouvernements, est-ce que les multinationales, est-ce que tous les groupes de pression vont laisser faire? C'est la question, parce que j'avais bien dit à Hadi Attara, quand il me disait, mais écoutez, monsieur Diop, vous êtes membre du les gens vont faire l'élection. J'ai dit, écoutez, même si Blatter est réélu, je ne suis pas sûr qu'il puisse résister à toutes les pressions. Et je ne suis pas sûr également que lorsque les Américains de plus en plus avanceront des éléments de leur dossier, lorsque la justice suisse qui s'est saisie du dossier exclusif du choix de la Russie et du Qatar aura fait des révélations, que Blatter reste encore en place. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur les 24 membres du comité exécutif, déjà 7 ou 8 sont concernés par la justice. Donc si vous voulez 3 fois 7, 24, donc le tiers des membres est concerné. Blatter démissionne. Mais le problème même du comité exécutif se pose. Donc nous sommes entrés véritablement dans une spirale. Et l'avenir est sombre pour la FIFA aujourd'hui. Absolument, il faut tout refaire. Alors, on ne peut pas, monsieur le ministre, terminer cet entretien sans s'arrêter justement sur Blatter. Un homme qui était en train d'entamer son 5e mandat, il en a eu 4 aujourd'hui. Alors, c'est quoi son patrimoine en partant de la féminisation du football, le respect du calendrier, l'harmonisation des calendriers justement, tout ce qu'il aura apporté au football à côté de ce qui se passe aujourd'hui. On retiendrait quoi? Mais vous savez, on ne peut pas attribuer à Blatter tout le bilan positif de la FIFA. D'abord, rappelez-vous la forte pression des pays africains sur la FIFA pour augmenter le nombre
de pays participants à la Coupe du Monde. C'était quasiment, à l'époque, la contrepartie du soutien de la Confédération à Blatter. Il faut bien contextualiser mais c'est sous son magistère qu'il y a eu un bond essentiel du football à côté des scandales financiers également. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire que s'il le faisait hors contexte, on réfléchit à un programme de développement du football dans le monde. En disant, pour développer le football dans le monde, comme on l'a fait en Afrique, les terrains que l'on fait, l'aide qu'on apporte aux fédérations, les centres de formation, c'est ça que je dis. Les sièges, oui. Mais tout ceci, justement, parce que le mode de votation, comme ils le disent dans le langage suisse, le mode de votation à la FIFA entraîne la création de coteries et de réseaux qui débouchent sur du clientélisme. Il a fait des choses, c'est vrai, et vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure que cette affaire va se développer, d'autres têtes vont tomber. Et ça, je l'ai dit à Dieu Tala, parce que moi, je suis membre d'une commission. Bon, je ne peux pas révéler tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi, je suis persuadé que d'autres têtes tomberont. Que c'est le début du commencement. Alors, la dernière question, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Aujourd'hui, la succession se pose virtuellement. Quelqu'un sera aux affaires incessamment. Alors, est-ce que le monde, je dis le monde, peut présenter aujourd'hui quelqu'un qui a un profil qui correspond aux besoins ponctuels du football mondial? Mais je crois que là, il est très clair que l'Europe va présenter la candidature de Platini. Platini sera candidat. Même si, en fait, je suis persuadé que les Européens vont pousser Platini à la candidature, en tirant les leçons de ce qui s'est passé. Parce que l'Europe a conscience qu'elle représente véritablement pour le football le centre même, du point de vue économique, du point de vue de la pratique, des grandes compétitions, des infrastructures. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le mode de votation les empêche d'influencer les choix. Or, le prince Ali était véritablement presque un candidat de témoignage. On savait pratiquement qu'il n'allait pas passer. Donc le calcul était très simple pour Platini. Il n'était pas sûr d'avoir les voix de l'Afrique, les voix de l'Asie, de l'Amérique centrale. Donc il voulait certainement laisser passer Blatter et après se présenter au bout de 4 ans. Maintenant que tout s'est ramené en décembre, moi je suis persuadé qu'ils vont dire au prince Ali, bon, on vous avait aidé, vous n'avez pas de chance, bon, rangez-vous derrière Platini et de là à passer, vous deviendrez vice-président. Et il y aura un compromis pour présenter un candidat qui puisse faire... Je suis persuadé. Parce qu'en vérité, ce qui arrive, c'est que si vous sortez Blatter, si vous sortez Binamine, est-ce que vous êtes posé la question de savoir si les autres présidents de confédération susceptibles de se présenter ne vont pas faire l'objet de poursuites? Alors, ça va tout chambouler. C'est la grosse interrogation donc, qui s'abat et sur notre football et sur l'institution. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bouba, pour la suite de permanence, c'était Abdoulaye Matar Diop que nous recevions justement sur ce plateau au nom de sa casquette de membre de la FIFA dans la commission éthique. Merci et bonsoir. Merci Papis, à bientôt. Merci.